La fille du capitaine par Pouchkine. Chapitre 1. Sergent aux gardes. Mon père, André Petrovitch Griniev, avait servi dans sa jeunesse sous les ordres du comte Minich. Il prit sa retraite avec le grade de premier-major en 17 et s'installa dans sa propriété de la province de Simbirsk. C'est là qu'il épousa Avdotia Vissilievna, fille d'un gentilhomme pauvre des environs. Nous étions 9 enfants. Tous mes frères et sœurs moururent très jeunes. Je fus inscrit comme sergent sur les rôles du régiment Semionovski grâce à la protection du major de la garde, le prince B, un parent proche. J'étais censé être en congé jusqu'à la fin de mes études. À cette époque, nous ne recevions pas l'éducation d'aujourd'hui. Dès l'âge de 5 ans, je fus confié au piqueur Savelitch. Sa sobriété l'avait élevé au rang de diatka, serviteur attaché à la personne du fils du maître. Grâce à lui, à 12 ans, je savais lire et écrire le russe. Je pouvais aussi juger avec compétence des qualités d'un lévrier de chasse. C'est alors que mon père engagea à mon intention un Français, M. Beaupré, qu'on fit venir de Moscou avec la provision annuelle de vin et d'huile d'olive. Son arrivée déplut beaucoup à Savelitch. « Dieu merci, disait-il en bougonnant. Il me semble que cet enfant est bien lavé, bien peigné et bien nourri. Quel besoin de gaspiller de l'argent en engageant ce monsieur, comme s'il n'y avait pas assez de domestiques dans la maison. » Coiffeur en France, soldat en Prusse, Beaupré était venu en Russie pour être Utchitel, précepteur, sans bien savoir ce que cela signifiait. Brave garçon, mais étourdi et frivole, il recherchait trop les présences féminines. Très souvent, ses manières lui valaient des rebuffades dont il se plaignait ensuite pendant des jours entiers. Il n'était pas non plus, selon sa propre expression, ennemi des disciples de Bacchus, ce qui signifiait simplement qu'il était assez porté sur la boisson. Mais chez nous, on ne servait de vin qu'au repas et un unique verre par personne, en oubliant souvent l'Utchitel au passage. Aussi, Beaupré s'habitua-t-il très vite à l'eau-de-vie russe. Il en arriva même à la préférer au vin de son pays, la jugeant plus salutaire à sa santé. Notre entente fut bientôt complète. Il s'était engagé à m'enseigner le français, l'allemand et toutes les sciences. Il préféra cependant que je lui apprenne au plus vite à bredouiller quelques mots de russe. Après quoi, chacun s'occupa de ses petites affaires. Nous vivions en bon accord. Je ne désirais pas d'autres précepteurs. Mais le destin nous sépara bientôt, et voici dans quelle occasion. Quelqu'un raconta en riant à ma mère que Beaupré s'enivrait constamment. Ma mère n'aimait pas à plaisanter sur ce chapitre. Elle se plaignit à son tour à mon père, qui, en homme expéditif, manda aussitôt cette canaille de français. On lui répondit qu'il me donnait une leçon. Mon père vint dans ma chambre. Beaupré dormait sur son lit en toute innocence. Quant à moi, j'étais plongé dans mes occupations. Il faut dire qu'on m'avait fait venir, de Moscou, une superbe carte de géographie. Elle pendait au mur, inutilisée, mais depuis longtemps j'avais été séduit par ses dimensions et la qualité de son papier. J'avais décidé d'en faire un cerf-volant, et, profitant du sommeil de Beaupré, je m'étais mis au travail. Mon père entra juste au moment où j'essayais de fixer une queue de filasse au cap de Bonne-Espérance. À la vue de mes travaux pratiques de géographie, mon père me tira les oreilles. Puis il s'approcha de Beaupré, le réveilla sans ménagement et l'accabla de reproches. Beaupré, ahuri, aurait voulu se lever, mais il ne le pouvait pas. Le malheureux Français était ivre-mort. Mon père le souleva du lit avec le col de sa veste, le poussa dehors et le congédia le jour même, pour la plus grande joie de Savelitch. Ainsi s'acheva mon éducation. Je vivais comme tout jeune noble qui attend l'âge d'entrer dans l'armée, dénichant les pigeons et jouant à saute-mouton avec les fils des domestiques. J'atteignis ainsi mes 16 ans.
Ma vie changea alors complètement. Un jour d'automne, ma mère faisait cuire des confitures au miel et j'admirais en me léchant les lèvres l'écume bouillonnante. Près de la fenêtre, mon père lisait l'almanach de la cour qu'il recevait tous les ans. Tout à coup, il s'adressa à ma mère. « Avdotia Vassilievna, quel âge a donc Petroucha ?»« Il va sur ses 17 ans, répondit-elle. Petroucha est née l'année même où la tante Anastasie Gerasimovna a perdu un œil. C'est aussi l'année où... » « Très bien, coupa mon père. Il est temps qu'il rejoigne l'armée. Il a assez grimpé dans les pigeonniers ou fait d'autres bêtises. » Et l'idée de se séparer bientôt de moi saisit ma mère à tel point qu'elle laissa tomber la louche dans la bassine et que les larmes inondèrent son visage. Ma joie, par contre, serait difficile à décrire. L'idée d'armée se confondait en moi avec celle de la liberté et des plaisirs que je trouverais à Pétersbourg. Je me voyais déjà officier de la garde, ce qui me semblait le comble du bonheur. Mon père n'aimait ni revenir sur ses décisions, ni en retarder l'exécution. Il fixa le jour de mon départ. La veille, il m'annonça qu'il me chargeait d'une lettre pour mon futur chef et réclama une plume et du papier. « André Petrovitch, dit ma mère, n'oublie pas de saluer de ma part le prince B. J'espère, ajouta-t-elle, qu'il ne ménagera pas sa protection à Petroucha. »« Qu'est-ce que tu vas chercher ?» s'écria mon père en fronçant les sourcils. « À quel sujet veux-tu que j'écrive au prince B ?»« Voyons, tu viens de dire que tu allais écrire au chef de Petroucha. »« Oui, et alors ?»« Alors, le chef de Petroucha, c'est le prince B. Petroucha est enrôlé au régiment Semyonovski. »« Enrôlé ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Petroucha n'ira pas à Pétersbourg. Qu'apprendrait-il là-bas ? À jeter son argent par les fenêtres et à faire des folies ? Non, qu'il serve dans l'armée à la dure, qu'il renifle l'odeur de la poudre, qu'il devienne un soldat et non un freluquet de la garde. Où est son passeport ? Apporte-le-moi. » Ma mère alla chercher le passeport. D'une main tremblante, elle le tendit à mon père. Celui-ci le lut avec attention, le posa devant lui sur la table et commença la lettre. J'étais dévoré par la curiosité. Où m'envoyait-on si ce n'était pas à Pétersbourg ? Je ne quittais pas des yeux la plume de mon père. Elle avançait bien lentement. Il acheva enfin, fit un même paquet de la lettre et du passeport, puis il ôta ses lunettes et me fit signe d'approcher. « Voici, dit-il, une lettre pour André Karlovitch R., mon vieux camarade et ami. Tu vas à Orenbourg, où tu serviras sous ses ordres. » Ainsi, mes plus brillants espoirs étaient réduits à néant. Au lieu de la joyeuse vie de Pétersbourg, c'était l'ennui qui me guettait dans une région perdue au bout du monde. Mais je n'y pouvais plus rien. Le lendemain matin, on amena devant le perron notre kibitka de voyage, petite voiture couverte. On y chargea mon coffre, une cantine avec tout ce qu'il fallait pour faire le thé, et des paquets pleins de gâteaux et de petits pâtés, dernière preuve de la tendresse maternelle. Puis mes parents me donnèrent leur bénédiction. Mon père me dit « Adieu, Pierre. Reste fidèle à qui tu prêteras serment. Obéis à tes chefs, sans servilité. Ne fais pas d'excès de zèle, mais ne refuse aucune corvée. Et souviens-toi du proverbe. Prends soin de ton habit quand il est neuf, de ton honneur quand il est jeune. » Ma mère, en larmes, me recommanda de veiller sur ma santé et à Savélich de prendre soin du petit. On me fit endosser une touloupe de lièvre et, par-dessus, une pelisse de renard. Je m'assis dans la kibitka près de Savélich et je pris la route en pleurant. J'arrivai dans la nuit à Simbirsk, où nous devions rester une journée, le temps pour Savélich de faire quelques achats. Nous étions descendus à l'auberge. Dès le matin, Savélich partit en course. Fatigué de regarder de ma fenêtre le spectacle de la rue, j'allais explorer les pièces de l'auberge. Quand je pénétrai dans la salle du billard, je vis un noble personnage, grand, d'environ 35 ans, avec de longues moustaches noires et en robe de chambre. Il jouait avec le marqueur qui, s'il gagnait, vidait un verre de vodka et, s'il perdait, devait passer à quatre pattes sous le billard. Je me mis à observer le jeu.
Plus la partie avançait, plus les promenades à quatre pattes devenaient fréquentes. Si bien que, à la fin, le marqueur resta sous le billard. Le barin prononça sur lui quelques paroles bien senties en guise d'oraison funèbre et me proposa de faire une partie. Je répondis que je ne savais pas jouer. Ce qui lui parut fort étrange. Il me regarda presque avec un air de pitié. Cependant, la conversation s'engagea. J'appris qu'il se nommait Ivan Ivanovitch Zourine. Capitaine dans un régiment de hussards, il se trouvait à Simbirsk pour y accueillir des recrues et logeait à l'auberge. Il m'invita à dîner avec lui, à la fortune du pot, entre soldats. J'acceptai avec plaisir, et nous nous mîmes à table. Zourine buvait sec et me poussait à boire en me disant qu'il fallait m'habituer à la vie militaire. Il me racontait des histoires de garnison, à mourir de rire, et, en quittant la table, nous étions devenus amis intimes. Il offrit alors de m'apprendre à jouer au billard. « Pour un militaire, c'est indispensable, dit-il. En campagne, par exemple, supposons qu'on arrive dans un village perdu. Comment tuer le temps ? On ne peut pas toujours rosser les juifs. Qu'on le veuille ou non, on va à l'auberge et on se met à jouer au billard. Mais encore faut-il savoir jouer. » Je fus tout à coup convaincu et entrepris d'étudier avec application. Zourine m'encourageait bruyamment, s'extasiait devant mes progrès rapides. Après quelques leçons, il me proposa de jouer de l'argent, à un demi-kopek le point. Non pour le gain, mais juste pour dire qu'on ne jouait pas pour rien. Ce qui, à l'en croire, était une très mauvaise habitude. J'acceptais encore. Zourine fit servir du punch et me conseilla d'en prendre, répétant toujours qu'il fallait m'habituer à la vie de soldat. « Et sans punch, qu'est-ce que la vie de soldat ?» Je lui obéis. Pendant ce temps, la partie continuait. Plus j'avalais de gorgées de mon verre, plus je devenais audacieux. À chaque instant, mes boules volaient par-dessus la bande. Je m'énervais. J'insultais le marqueur qui comptait les points. Dieu sait comment. D'heure en heure, je doublais la mise. Bref, je me conduisais comme un gamin qui fait l'école buissonnière. Je ne m'aperçus pas ainsi que le temps passait. Zourine regarda l'heure, posa sa queue et me déclara que j'avais perdu 100 roubles, ce qui me troubla quelque peu. Mon argent était entre les mains de Zavelitch. Je commençai à m'excuser. Zourine m'interrompit. « Je t'en prie, ne t'inquiète pas. Je peux attendre. Et maintenant, allons chez Arinouchka. » Eh bien, je terminai la journée aussi sottement que je l'avais commencée, en soupant chez cette Arinouchka. À chaque instant, Zourine emplissait mon verre, répétant toujours qu'il fallait m'habituer à la vie de soldat. En sortant de table, je tenais à peine sur mes jambes. À minuit, Zourine me ramena à l'auberge. Zavelitch nous accueillit sur le perron. Il poussa un cri quand il vit les signes indéniables de mon goût pour le métier militaire. « Que t'est-il arrivé, mon maître ?» fit-il d'une voix plaintive. « Où t'es-tu enivré de la sorte ? Oh là là, Seigneur, de ta vie tu n'avais fait une chose pareille. »« Tais-toi, vieux radoteur, lui répondis-je en bégayant. C'est toi qui es soûl, va te coucher. Mais d'abord, porte-moi dans mon lit. » Le lendemain, je me réveillai avec la tête lourde et un souvenir confus des événements de la veille. Mes réflexions furent interrompues par Savélich, qui entrait chez moi pour m'apporter une tasse de thé. « Tu commences bien jeune, Pierre Andréitch, » dit-il en hochant la tête. « Oui, trop jeune à mener une vie dissipée. Mais de qui tiens-tu donc ? À ma connaissance, ni ton père, ni ton grand-père n'étaient des ivrognes. Ta mère, n'en parlons même pas. De sa vie, elle n'a bu que du kvass. Alors, qui est le coupable ? Ce maudit monsieur. Tout ce qu'il savait faire, c'était courir chez Antipievna. Madame, je vous prie, de la vodka. Je t'en ficherai, moi, des « je vous prie ». Il n'y a pas à dire. Il t'a joliment éduqué, ce fils de chien. C'était bien la peine de prendre ce mécréant pour Diatka. Comme si notre barine n'avait pas eu assez de ses propres gens. J'avais honte. Je me tournai de l'autre côté et dis « Va-t'en, Savélich, je ne veux pas de thé. » Mais Savélich n'était pas facile à arrêter quand il était lancé dans un sermon. « Eh bien, Pierre Andréitch, tu vois ce que ça donne de boire.
Tête embrouillée, estomac barbouillé. Un homme qui boit n'est bon à rien. Avale donc un peu de saumure de cornichon avec du miel. Mais ce qui est encore meilleur pour ton état, c'est bien un petit verre d'eau-de-vie. En veux-tu » À ce moment entra un jeune garçon qui me remit un billet de la part de Zourine. Je le dépliai et lus ces quelques lignes. « Mon cher Pierre Andriévitch, je te prie de me faire porter par mon commissionnaire les 100 roubles que tu as perdus hier. J'ai un besoin pressant d'argent. Toujours dévoué, Ivan Zourine. » Il n'y avait rien à faire. Je pris un air indifférent et, me retournant vers Zavelitch, qui avait la garde de mon argent, de mon linge et de toutes mes affaires, je lui ordonnai de remettre 100 roubles au jeune garçon. « Comment ? Pourquoi ? » demanda Zavelitch, stupéfait. « Je les lui dois, » répondis-je avec toute la froideur possible. « Tu les dois, » répliqua Zavelitch, dont la stupéfaction redoublait. « Mais quand donc, mon beau maître, as-tu réussi à t'endetter ? Tout ça n'est pas clair. Fais ce que tu veux. Moi, je ne donne pas l'argent. » Je me dis que si dans cette épreuve décisive je ne l'emportais pas sur ce vieil entêté, il me serait difficile par la suite de me libérer de sa tutelle. Je le regardai de haut et lui dis « Je suis ton maître, tu es mon serviteur. L'argent est à moi. Je l'ai perdu parce que je l'ai bien voulu. Je te conseille de ne pas me tenir tête et d'obéir aux ordres que je te donne. » Zavelitch fut tellement saisi par mon discours qu'il joignit les mains et demeura pétrifié. « Pourquoi restes-tu planté comme ça ?» criai-je en colère. Zavelitch se mit à pleurer. « Pierre Andréitch, mon maître, balbutia-t-il d'une voix tremblante, ne me fais pas mourir de chagrin. Je t'ai connu tout petit, alors écoute le vieux. Écris à ce bandit, dis-lui que c'était pour rire, que nous n'avons pas tant d'argent. 100 roubles, Dieu de miséricorde. Dis-lui que tes parents t'ont interdit sévèrement, très sévèrement, de jouer autre chose que des haricots. » « Assez de boniments, » coupai-je avec dureté. « Donne cette somme ou je te renvoie. » Zavelitch me regarda avec une profonde tristesse et alla chercher l'argent. J'avais pitié de ce pauvre vieux, mais je voulais me libérer et prouver que je n'étais plus un enfant. Les 100 roubles furent remis à Zourine. Zavelitch se hâta de me faire quitter la maudite auberge. Il vint me prévenir que les chevaux étaient prêts. La conscience troublée et remplie de remords, je m'éloignai de Simbirsk, sans avoir pris congé de mon professeur de billard et pensant bien ne jamais le revoir. Chapitre 2. Le guide. Mes pensées, au cours du voyage, ne furent pas très agréables. Ma perte au jeu était importante. J'étais bien obligé d'admettre que ma conduite à l'auberge de Simbirsk avait été stupide, et je me sentais coupable envers Zavelitch. Tout cela me tourmentait. Le vieil homme, assis sur le siège du cocher, me tournait le dos. Il gardait le silence et, de temps en temps, poussait de profonds soupirs. Je désirais vraiment me réconcilier avec lui, mais je ne savais pas par où commencer. Je lui dis enfin « Allons, Zavelitch, ça suffit, faisons la paix. Je suis coupable. Tu vois, je le reconnais moi-même. Hier, je n'ai fait que des bêtises et je t'ai insulté sans raison. Je te promets de me conduire désormais de façon plus intelligente et de t'obéir. Allons, ne sois pas fâché, faisons la paix. »« Hélas, mon bon maître Pierre Andréitch, » répondit-il en soupirant, « je ne suis fâché que contre moi-même. Il n'y a qu'un coupable, et c'est moi. Comment ai-je pu te laisser seul à l'auberge ? Que veux-tu ? Le diable m'avait troublé l'esprit. J'ai eu l'idée d'aller faire un tour chez la femme du sacristain, qui est ma commère. Mais comme dit le proverbe, entre chez ta commère sans raison, tu n'en sors pas plus que de prison. Et voilà le malheur arrivé. Comment pourrais-je me montrer devant mes maîtres ? Que diront-ils quand ils sauront que leur enfant joue et boit ? Pour consoler le pauvre Zavelitch, je lui donnai ma parole qu'à l'avenir je ne dépenserais pas un seul kopek sans son accord. J'approchais de ma destination. Autour de moi s'étendait une steppe désolée, coupée de collines et de ravins. Tout était couvert de neige. Le soleil se couchait.
La kibitka suivait un chemin étroit ou, plus exactement, une piste tracée par les traîneaux des paysans. Le cocher se mit tout à coup à regarder à plusieurs reprises sur le côté. Puis, ôtant son bonnet, il se tourna vers moi et dit « Barine, ne donnerais-tu pas l'ordre de revenir sur nos pas ? Pourquoi ça ? Le temps se gâte, le vent se lève un peu. Vois-tu comme il soulève une poussière de neige ? En voilà une affaire. Et ça, là-bas, tu le vois, maître. Du fouet, le cocher montrait l'est. Je ne vois rien d'autre que la steppe blanche et le ciel pur. Mais là-bas, loin, ce petit nuage. J'aperçus en effet à l'horizon le petit nuage blanc que j'avais pris d'abord pour une colline éloignée. Le cocher m'expliqua que ce petit nuage annonçait une tempête de neige. J'avais entendu parler des tempêtes de ces régions, et je savais qu'elles engloutissaient parfois des convois entiers. Savélich, d'accord avec le cocher, conseillait de faire demi-tour. Mais le vent ne me parut pas très fort. J'espérais arriver à temps au relais suivant, et je donnai l'ordre de presser l'allure. Le cocher mit les chevaux au galop, mais il jetait toujours des regards inquiets vers l'est. Les chevaux allaient bon train. Cependant, le vent soufflait de plus en plus fort. Le petit nuage se transforma en une masse blanche qui monta lourdement et envahit peu à peu le ciel. Une neige fine commença à tomber, puis, tout à coup, elle s'abattit en gros flocons. Le vent se mit à hurler, la bourrasque se déchaîna. Le ciel sombre et la mer de neige se confondirent. Tout disparut. « Barine !» cria le cocher. « Ça y est, c'est la tempête !» Je sortis la tête de la kibitka. Tout n'était qu'obscurité et tourbillon. Le vent hurlait avec une fureur animale. La neige s'accumulait sur Savélich et sur moi. Les chevaux qui allaient au pas s'arrêtèrent bientôt. « Pourquoi n'avances-tu pas ?» demandai-je au cocher d'un ton impatient. « Avancer ? Comment ?» répondit-il en descendant de son siège. « On ne sait déjà même plus où on se trouve. Plus de chemin et le brouillard nous entoure. » Je me préparais à l'injurier. Savélich prit sa défense. « On n'a pas voulu l'écouter, » dit-il en colère. « On serait revenu à l'auberge, on aurait bu quelques verres de thé, on se serait couché tranquillement jusqu'au matin. La tempête se serait apaisée et nous serions repartis. Mais où courons-nous si vite ? Si encore c'était à la fête !» Savélich avait raison. Il n'y avait rien à faire. La neige tombait toujours et s'entassait autour de la kibitka. Les chevaux restaient immobiles, tête basse. De temps en temps, ils frissonnaient. Le cocher allait et venait, rajustait les harnais, désœuvré. Savélich bougonnait. Moi, je regardais de tous côtés, espérant découvrir une trace d'habitation ou de chemin, mais je ne distinguais rien d'autre que des tourbillons de neige. J'aperçus tout à coup une tache sombre. « Hé, cocher !» criai-je. « Regarde, qu'est-ce qu'on voit de noir là-bas ?» Le cocher se mit à observer attentivement. « Dieu seul le sait, Barine, » dit-il en regrimpant sur son siège. « Une voiture ? » ?»« Non, pas une voiture. »« Un arbre ? » ?»« Non, pas un arbre. »« On dirait que ça bouge. »« Alors, c'est soit un loup, soit un homme. » Je lui ordonnai de se diriger vers cet objet inconnu qui venait à notre rencontre. 2 minutes plus tard, nous nous trouvions en présence d'un homme. « Hé, mon brave !» lui cria le cocher. « Dis-moi, ne saurais-tu pas où est la route ?»« La route ? C'est ici. Je marche sur un terrain solide, » répondit le voyageur. « Mais qu'est-ce que ça peut faire ?»« Écoute, brave moujik, » lui dis-je. « Connais-tu la région ? Pourrais-tu nous conduire à un abri pour la nuit ?»« La région, je la connais, » répondit l'homme. « Dieu merci, je l'ai parcourue à pied, à cheval et dans tous les sens. Mais regardez-moi ce temps, on sera vite perdu. Il vaut mieux s'arrêter et attendre. Espérons que la tempête se calmera et que le ciel se dégagera. Nous nous dirigerons alors aux étoiles. » Son calme me redonna confiance. J'étais déjà décidé à m'en remettre à la volonté divine et à passer la nuit dans la steppe, quand, soudain, le moujik sauta lestement sur le siège, près du cocher. « Bon, grâce à Dieu, il y a une habitation tout près d'ici, » dit-il. « Tourne à droite et avance. »« Et pourquoi tourner à droite ?
demanda le cocher, méfiant. Où vois-tu un chemin? Ah, comme on dit, chevaux à autrui et colliers aussi, on mène l'attelage sans souci. Le cocher me semblait avoir raison. C'est vrai, dis-je. Qu'est-ce qui te fait croire que nous ne sommes pas loin d'une habitation? Mais le vent qui vient de par là, répondit le voyageur. J'ai senti une odeur de fumée. Ça prouve qu'il y a une maison. Son intelligence et la finesse de son odorat m'étonnèrent. J'ordonnai au cocher de repartir. Les chevaux marchaient avec peine dans la neige profonde. La kibitka avançait lentement, tantôt gravissant un tas de neige, tantôt retombant dans une ornière et balançant d'un côté sur l'autre comme un navire sur une mer démontée. Zavelitch gémissait, se cognait contre moi à chaque instant. Je rabattis la natte qui fermait la kibitka, m'enveloppais dans ma pelisse et m'assoupis, bercé par le chant de la tempête et le roulis de la voiture. Je fis un rêve que je n'ai jamais pu oublier. Je le considère encore maintenant comme prophétique quand je le compare aux événements étranges de ma vie. Il me semblait que la tempête durait toujours et que nous errions encore à travers le désert de neige. Soudain, je vis une porte cochère et la kibitka pénétra dans la cour de notre domaine. Ma première pensée fut la crainte de voir mon père s'irriter de ce retour involontaire et l'attribuer à une désobéissance préméditée. Inquiet, je saute de la voiture, et voilà ma mère qui vient à ma rencontre sur le perron, le visage empreint d'une profonde tristesse. « Pas de bruit, dit-elle, ton père est malade, mourant. Il désire te dire adieu. » Effrayée, je la suis dans la chambre. Une faible lumière éclaire la pièce. Autour du lit, des gens debout, affligés. Je m'approche doucement. Ma mère soulève le rideau et dit « André Petrovitch, Petroucha est arrivé. Il est revenu, apprenant ta maladie. Bénis-le. » Je me mets à genoux et mes yeux tombent sur le mourant. Quoi? Au lieu de mon père, c'est un moujik à barbe noire qui est couché dans le lit. Il me regarde d'un air joyeux. N'y comprenant rien, je me retourne vers ma mère pour lui dire « Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas mon père. Pourquoi devrais-je demander sa bénédiction à un moujik ?»« Peu importe, Petrouchka, répond ma mère. C'est ton parrain. Baise-lui la main et qu'il te bénisse. » Je refusai. Alors le moujik sauta du lit, prit la hache qui pendait derrière son dos et se mit à frapper de tous côtés. Je voulais fuir. Et ne le pouvais pas. La chambre était remplie de cadavres. Je trébuchais sur les corps et glissais dans des mares de sang. L'horrible moujik m'appelait d'une voix caressante en disant « N'aie pas peur, viens recevoir ma bénédiction. » L'épouvante, l'angoisse, s'étaient emparées de moi. Et c'est alors que je me réveillai. Les chevaux étaient arrêtés. Savélich me tirait par le bras. « Descends, maître, nous sommes arrivés. »« Arrivés où ?» demandai-je en me frottant les yeux. « À une auberge. Avec l'aide du Seigneur, nous sommes tombés juste sur la haie de la maison. Descends, maître, vite, viens te réchauffer. » L'aubergiste, un cosaque de l'Oural, était un moujik d'une 60aine d'années, encore vif et solide. Savélich apporta ma cantine et réclama du feu pour faire le thé, ce qui ne m'avait jamais paru plus indispensable. « Où est donc le guide ?» demandai-je à Savélich. « Ici, votre seigneurie » me répondit une voix tombant d'en haut. Je levai les yeux vers la soupente et aperçus une barbe noire et 2 yeux étincelants. « Et quoi, mon ami, tu es gelé ?»« Comment ne pas l'être avec, pour tout vêtement, cette pauvre blouse ? J'avais une touloupe, mais pourquoi le cacher ? Je l'ai laissée en gage hier soir chez le tavernier. Le froid semblait encore supportable. » L'aubergiste entra à ce moment-là avec un samovar bouillant. J'offris une tasse de thé à notre guide. Le moujik descendit de la soupente. Son aspect me parut remarquable. C'était un homme d'une 40aine d'années, de taille moyenne, maigre et large d'épaules. Sa barbe noire commençait à grisonner. Ses grands yeux vifs bougeaient sans arrêt. Son visage avait une expression plutôt agréable, quoique rusée. Ses cheveux étaient coupés ronds, à la façon des moines.
Il portait une blouse en loques et de larges pantalons tartares. Je lui tendis une tasse de thé. Il la goûta et fit la grimace. « Votre seigneurie, dit-il, accordez-moi une faveur. Faites-moi apporter un verre d'eau-de-vie. Le thé n'est pas une boisson pour nous autres, cosaques. » Je consentis volontiers à sa demande. Le patron tira d'un placard une bouteille carrée et un verre, s'approcha de lui et le regarda dans les yeux. « Tiens, fit-il, te voilà donc revenu par ici ? D'où le bon Dieu t'a-t-il sorti ?» Mon guide cligna de l'œil d'un air entendu et répliqua par un dicton. « Dans le jardin, je voletais. Le chanvre, je becquetais. La vieille m'a jeté un caillou. Raté, bon. Et les vôtres ? » « Ah oui, les nôtres, répondit le patron en parlant toujours par allégorie incompréhensible. On allait sonner les cloches, mais la femme du pope l'a interdit. Quand le pope est en visite, le diable s'agite. « Tais-toi, petit père, dit le vagabond. S'il pleut, il y aura des champignons. S'il y a des champignons, il faudra des paniers. Mais pour l'instant, et il fit un nouveau clin d'œil. Laisse ta hache accrochée derrière ton dos. Le garde forestier fait sa ronde. Votre seigneurie, à la vôtre. » Sur ces mots, il prit son verre, se signa et but d'un trait. Puis il s'inclina devant moi et remonta dans la soupente. Je ne comprenais rien alors à ce langage de voleur, mais plus tard, je devinais qu'il faisait allusion à l'armée de l'Oural, qu'on venait seulement de soumettre après la révolte de 1772. Savélich écoutait en laissant voir son mécontentement. Il dévisageait d'un air soupçonneux tantôt le patron et tantôt le guide. L'auberge, perdue au milieu de la steppe, loin de tout village, ressemblait à un repère de bandits. Mais que pouvions-nous faire ? Il ne fallait même pas songer à reprendre la route. L'inquiétude de Savélich m'amusait beaucoup. Cependant, je me préparais à passer la nuit et je m'étendis sur un banc. Savélich se décida enfin à grimper au-dessus du poêle. Le patron se coucha sur le plancher. Bientôt, tous ronflaient et je m'endormis comme une masse. Au matin, je me réveillai assez tard. La tempête avait cessé. Le soleil brillait. La neige recouvrait d'une nappe étincelante la steppe immense. Les chevaux étaient attelés. Je réglai le patron qui nous réclama un prix si dérisoire que Savélich ne chercha même pas à marchander, selon son habitude. Il en oublia ses soupçons de la veille. J'appelai le guide, le remerciai pour son aide et ordonnai à Savélich de lui donner un demi-rouble de pourboire. Savélich se renfrogna. « Un demi-rouble » s'écria-t-il. « Et pourquoi ? Parce que tu l'as emmené en voiture jusqu'à l'auberge ? » ?»« Comme tu voudras, maître, mais nous n'avons pas un demi-rouble de trop. À donner aux autres de l'argent pour boire, on finit soi-même par mourir de soif. » Je ne pouvais pas discuter avec Savélich. L'argent, selon ma promesse, était sous son entière responsabilité. J'éprouvais cependant du dépit de ne pouvoir m'acquitter envers un homme qui m'avait tiré, sinon d'un danger, du moins d'une situation très désagréable. « Très bien, dis-je froidement. Si tu ne veux pas donner un demi-rouble, trouve autre chose. Il est vêtu trop légèrement. Donne-lui ma touloupe de lièvre. »« De grâce, mon bon petit maître Pierre Andréitch, dit Savélich. Pourquoi ta touloupe ? Il va la boire, ce chien, au premier cabaret venu. »« Ça, mon petit vieux, répliqua le vagabond. Que je la boive ou non, ça ne te regarde pas. Sa seigneurie me gratifie de sa pelisse. C'est sa volonté de maître. Toi, ton devoir de serf, c'est de ne pas discuter et d'obéir. »« Tu n'as pas peur de Dieu, bandit, répondit Savélich d'un ton furieux. Tu vois que cet enfant n'a pas encore l'âge de raison et tu es content de le voler, profitant de sa naïveté. À quoi te servira une petite touloupe de seigneur ? Tu n'en couvriras même pas tes maudites grosses épaules. Ne discute donc pas, dis-je à mon diatka. Apporte-nous tout de suite la touloupe. Seigneur Dieu, gémit mon Savélich. Une touloupe de lièvre, presque neuve. Si encore c'était pour quelqu'un de bien, mais pour ce coquin d'ivrogne. Il obéit cependant. Le moujik essaya aussitôt de mettre la touloupe, mais déjà juste pour moi, elle était trop étroite pour lui. Il réussit à l'enfiler avec difficulté, faisant éclater les coutures.
Savélich dut retenir un cri quand il entendit craquer les fils. Le vagabond était extrêmement heureux de mon cadeau. Il m'accompagna jusqu'à la kibitka et dit, en me saluant très bas, « Merci, votre seigneurie. Que Dieu vous récompense de votre charité. Jamais je n'oublierai vos bienfaits. » Il partit de son côté, tandis que je continuais ma route sans me soucier de l'air boudeur de Savélich. Bientôt, je ne pensais plus ni à la tempête de la veille, ni à mon guide, ni à la touloupe de lièvre. Dès mon arrivée à Orenbourg, je me présentai au général. Je trouvai un homme de haute taille, mais déjà courbé par l'âge. Ses longs cheveux étaient entièrement blancs. Dans son vieil uniforme défraîchi, il évoquait les soldats du temps de l'impératrice Anna Ivanovna, et il parlait avec un fort accent allemand. Je lui remis la lettre de mon père. Le nom lui fit aussitôt lever les yeux sur moi. « Mon Dieu, dit-il, il n'y a pas si longtemps. André Petrovitch avait ton âge. Et maintenant, regardez-moi, quel caillard de fils il a. Ah, le temps, le temps !» Il décacheta la lettre et la lut à mi-voix en faisant des commentaires. « Très honoré André Karlovitch, j'espère que votre Excellence... En voilà des cérémonies. Pfft, bien sûr. Discipline avant tout. Mais on n'écrit pas ainsi à un vieux camarade. Votre Excellence n'a pas oublié... Et lorsque, par feu le maréchal Minich pendant la campagne, et ainsi que la petite Karolinka... On se souvient encore des anciennes folies. Maintenant, venons-en au fait. Je vous envoie mon mauvais sujet. Le tenir avec des gants en peau de hérisson. Qu'est-ce que c'est que ces gants de hérisson? Une russe proverbe? Qu'est-ce que c'est tenir avec des gants en peau de hérisson? Répéta-t-il en se tournant vers moi. Cela signifie, répondis-je de l'air le plus innocent possible, traiter avec douceur, sans trop de sévérité. Laisser la liberté de courir comme un hérisson. Je comprends. Et ne pas lui laisser trop de liberté. Non, c'est évident. Les gants de hérisson veut dire autre chose. 6 juin, son passeport. Où est-il donc? Ah, le voilà. Le radier du régiment Semionovski. Bon, on fera le nécessaire. Tu me permettras de t'embrasser sans cérémonie. En vieux compagnon et ami. Ah, il a enfin compris. Etc., etc. Il acheva la lecture de la lettre et mit mon passeport de côté. Eh bien, mon jeune ami, dit-il, tout sera fait. Tu seras affecté comme officier au régiment de... Pour ne pas perdre de temps, tu rejoindras demain le fort de Bielorsk, où tu serviras sous les ordres du capitaine Mironov, un brave homme. C'est là que tu apprendras vraiment la discipline. Tu n'as rien à faire à Orenbourg. Les distractions sont nuisibles à la jeunesse. Mais pour aujourd'hui, je t'invite à dîner chez moi. Ça va de mal en pis, me dis-je tout bas. À quoi m'a servi d'être sergent de la garde presque dans le ventre de ma mère? Où ça m'a-t-il mené? Au régiment de... dans une place forte, perdue aux confins des steppes, des Kirghizes kazakhs. Je dînais chez André Karlovitch. Nous étions 3 avec son aide de camp. Je pense que la crainte de voir parfois un invité, de plus, partager son ordinaire de vieux garçon, ne fut pas étrangère à mon envoi rapide dans une garnison lointaine. Le lendemain, je pris congé du général et partis pour le lieu de mon affectation. Chapitre 3. La forteresse. La place forte de Bielogorsk se trouvait à 40 verstes d'Orenbourg. La route suivait la berge escarpée de l'Oural. Le fleuve n'était pas encore gelé et ses flots lourds coulaient, noirs et tristes, entre les rives monotones, couvertes de neige blanche. Au-delà s'étendaient les steppes des Kirghizes. J'étais plongé dans des réflexions plutôt mélancoliques. La vie de garnison me souriait peu. Je tentais d'imaginer le capitaine Mironov, mon futur chef, et je me le représentais comme un vieillard sévère, irascible, à cheval sur la discipline
et prêt à me mettre aux arrêts, au pain et à l'eau, à la moindre faute. Cependant, le crépuscule tombait. Nous marchions à vive allure. « Y a-t-il encore loin jusqu'à la forteresse ?» demandai-je au cocher. « Non, répondit-il, on la voit déjà. » Je regardais de tous les côtés, m'attendant à découvrir des bastions redoutables, une muraille, un fossé, mais je ne vis qu'un village entouré d'une palissade de bois. D'un côté se dressaient 3 ou 4 meules de foin, à demi recouvertes de neige. De l'autre, un moulin penché dont les ailes en écorce de tilleul étaient immobiles. « Où est donc le fort ?» demandai-je étonné. « Mais là, répondit le cocher en me désignant le petit village. À la porte, je vis un vieux canon de fonte. Les rues étaient étroites et tortueuses, les isbas très basses et pour la plupart couvertes de chaume. Je me fis conduire tout de suite chez le commandant. 1 minute plus tard, la kibitka s'arrêta devant une maisonnette en bois, bâtie sur la hauteur et près d'une église, en bois elle aussi. Personne ne vint m'accueillir. J'entrai dans le vestibule et ouvris la porte de l'antichambre. Un vieil invalide, assis sur un coin de table, rapiéçait de drap bleu le coude d'un uniforme vert. Je lui demandai de m'annoncer. « Entrez, mon petit monsieur, répondit l'invalide. Il y a du monde à la maison. Je pénétrai dans une petite pièce très propre, arrangée à l'ancienne. Dans un angle, un vaisselier. Au mur, un diplôme d'officier, encadré et sous verre, et des gravures populaires représentant la prise de Custrin et d'Otchkakov, ainsi que le choix de la fiancée et les funérailles du petit chat. Près de la fenêtre était assise une vieille dame vêtue d'une veste molletonnée, un fichu sur la tête. Elle dévidait un écheveau que tenait sur ses mains écartées un petit vieillard borgne en uniforme d'officier. « Que puis-je faire pour vous, mon bon jeune homme ?» demanda-t-elle sans interrompre son travail. Je répondis que j'étais venu pour servir dans l'armée et que je me présentais, comme le voulait le règlement, à monsieur le capitaine. J'allais m'adresser au petit vieux borgne que je prenais pour le commandant de la place, quand la dame interrompit le discours que j'avais préparé. « Ivan Kouzmitch n'est pas à la maison, dit-elle. Il est allé rendre visite au père Gerasim. Mais ça ne fait rien, je suis la maîtresse de maison. Soyez le bienvenu, mon enfant, et asseyez-vous. » Elle appela Palachka, sa servante, et lui dit de faire venir le sous-officier cosaque. Le petit vieux me fixait avec curiosité de son œil unique. « Oserais-je vous demander, me dit-il, dans quel corps vous avez déjà servi ?» Je contentais sa curiosité. « Et oserais-je vous demander, continua-t-il, pourquoi vous êtes passé de la garde dans l'infanterie ?» Je répondis que tels étaient les ordres que j'avais reçus. « Sans doute pour une conduite indigne d'un officier de la garde, » poursuivit mon infatigable enquêteur. « Tais-toi, lui dit la femme du capitaine. Tu vois bien que ce jeune homme est fatigué du voyage. Tu ne l'intéresses pas. Et tiens donc tes mains plus droites. Quant à vous, mon petit, continua-t-elle en se tournant vers moi, n'ayez pas trop de chagrin d'avoir été expédié chez nous. Vous n'êtes ni le premier, ni le dernier. Patience et longueur de temps. Jvabrine Alexis Ivanitch, par exemple. Voilà 5 ans qu'on l'a muté ici pour meurtre. Dieu sait quel diable l'a poussé. Imaginez qu'un jour, il est sorti de la ville avec un lieutenant. Ils avaient emporté des épées. Et voilà qu'il commence à se battre. Alexis Ivanitch transperce le lieutenant. Et devant 2 témoins. Que voulez-vous? Face au péché, nul n'est son maître. À ce moment entra le sergent, un jeune et beau cosaque. « Maximitch, lui dit la femme du capitaine, trouve un logement pour monsieur l'officier. »« À vos ordres, Vassilissa Egorovna, » répondit le sergent. « Ne pourrait-on loger sa seigneurie chez Ivan Polejaïev ?»« Ridicule, Maximitch, » dit la femme du capitaine. « Chez Polejaïev, on est déjà à l'étroit, et puis c'est mon compère. Conduis monsieur l'officier. »« Comment vous appelez-vous, mon petit ?»« Pierre Andréitch. »« Conduis Pierre Andréitch chez Siméon Kozlov. »« Ce bandit a lâché son cheval dans mon potager. Et à part ça, Maximitch, rien à signaler ?
Grâce à Dieu, tout va bien, répondit le cosaque. Sauf que la caporale Prokhonov se disputait au bain avec Justine Dégoulina au sujet d'un baquet d'eau chaude. Ivan Ignatitch, dit la femme du capitaine au petit vieillard borgne, interroge Prokhorov et Justine. Vois qui a raison et qui a tort. Ensuite, punis-les tous les deux. Bon, adieu, Maximitch. Pierre Andréitch, Maximitch va vous conduire à vos quartiers. Je pris congé. Le sergent m'emmena dans une isba située sur la rive escarpée du fleuve, à l'autre bout de la place forte. Une moitié de l'isba était occupée par la famille de Siméon Kouzov. L'autre me fut réservée. C'était une chambre assez propre, coupée en deux par une cloison. Savélich commença à s'installer et je me mis à regarder par une étroite fenêtre. Devant moi s'étendait la steppe désolée. Quelques misérables isbas se dressaient de guingois. Des poules erraient dans la rue. Debout sur le seuil de sa porte, une auge à la main, une vieille appela ses cochons. Et voilà dans quel village j'étais condamné à passer ma jeunesse. Je fus pris de cafard. Je quittai ma fenêtre et me couchai sans dîner, malgré les reproches de Savélich qui répétait d'un ton désolé. « Seigneur Dieu, il ne veut rien manger. Que dira ma maîtresse si son Petroucha tombe malade ?» Le lendemain matin, je commençais seulement à m'habiller quand la porte s'ouvrit. Un jeune officier entra, de petite taille, avec un visage basané d'une laideur étonnante, mais d'une remarquable vivacité. « Pardonnez-moi, me dit-il en français, si j'entre ainsi chez vous sans cérémonie. J'ai appris hier votre arrivée. Le désir de voir enfin une figure humaine s'est emparé de moi au point que je n'ai pas pu y résister. Vous comprendrez cela quand vous aurez vécu ici quelque temps. » Je devinais qu'il était cet officier chassé de la garde pour duel. Nous fîmes vite connaissance. Schwabrine était loin d'être sot. Sa conversation était drôle et animée. Il me décrivit avec une verve piquante la famille du commandant, ses relations et la région où le sort m'avait jeté. Je riais de bon cœur lorsqu'entra l'invalide, celui qui raccommodait son uniforme à mon arrivée. Il venait me porter une invitation à déjeuner de Vassilissa Igorovna. Schwabrine offrit de m'accompagner. En approchant de la maison du commandant, je vis sur la place une vingtaine de petits vieux, des invalides aux cheveux tressés en cadenettes et coiffés de tricornes. Ils étaient rangés sur une ligne. Devant eux se tenait le commandant, vieillard alerte, de haute taille, en bonnet de coton et en robe de chambre. En nous voyant, il s'approcha, m'adressa quelques paroles aimables, puis se remit à diriger l'exercice. Nous voulions rester pour regarder la manœuvre, mais il nous pria d'aller chez Vassilissa Igorovna, en promettant de nous y rejoindre bientôt. « Ici, ajouta-t-il, il n'y a vraiment rien à regarder. » Vassilissa Igorovna nous accueillit avec simplicité et cordialité et me traita comme si elle me connaissait depuis toujours. L'invalide et Palachka mettaient la table. « Mais pourquoi Ivan Kouzmitch tarde-t-il tant aujourd'hui ?» dit la commandante. « Palachka, va appeler monsieur pour dîner. Et où est donc Macha ?» Alors entra une jeune fille de 18 ans, au teint de lys, aux cheveux blonds clairs tirés en bandeaux. Elle rougit en me voyant. Au premier regard, elle ne me plut pas beaucoup. Mais j'étais prévenu contre elle. Schwabrine m'avait décrit Maria, la fille du capitaine, comme une parfaite idiote. Maria Ivanovna s'assit dans un coin et se mit à coudre. Cependant, on avait apporté la soupe aux choux. Ne voyant pas revenir son mari, Vassilissa Igorovna l'envoya chercher une seconde fois par Palachka. « Dis à monsieur que les invités attendent, que la soupe refroidit. Dieu merci, il peut remettre l'exercice à demain. Il aura tout le temps de hurler. » Le capitaine apparut bientôt, suivi du petit vieillard borgne. « Et alors, mon ami, lui dit sa femme, c'est servi depuis longtemps. »« Comprends donc, Vassilissa Igorovna, répondit Ivan Kouzmitch. Je suis retenu par les devoirs de ma charge. L'instruction de mes hommes. »« Allons, allons, répliqua sa femme, ne me raconte pas que tu instruis les soldats. Tu en es incapable et ils n'y comprennent rien.
Rester à la maison et prier Dieu vaudrait mieux pour toi. Chers invités, si vous voulez bien passer à table. » Nous prîmes place. Vassilissa Igorovna ne se taisait pas une minute et m'accablait de questions. Qui étaient mes parents? Vivaient-ils encore? Où habitaient-ils? Et quelle était leur situation? En apprenant que mon père possédait 300 âmes, elle s'écria « Ce n'est pas rien. Y en a-t-il des gens riches dans le monde? Nous, mon cher enfant, nous n'avons en tout qu'une serve, Palachka. Mais, Dieu merci, nous nous contentons de peu. Mon seul souci est Macha. Elle est en âge de se marier. Mais quelle dot a-t-elle? Un peigne, un petit balai et 3 kopecks. Dieu me pardonne. Juste de quoi aller au bain de vapeur. À moins de trouver un brave garçon, elle restera toute sa vie fille à marier. » Je jetai un coup d'œil sur Maria Ivanovna. Elle avait rougi et quelques larmes glissaient le long de son visage. J'eus pitié d'elle. Je me hâtais de changer de conversation. « J'ai entendu dire, fis-je assez mal à propos, que votre forteresse risquait d'être attaquée par les Bachkirs. »« De qui donc, mon cher? As-tu pu apprendre ça ?» demanda Ivan Kousmitch. « On le raconte à Orenbourg. »« Plaisanterie, dit le commandant. Chez nous, il y a longtemps qu'on n'en parle plus. Les Bachkirs nous craignent. Quant aux Kirghizes, ils ont reçu une bonne leçon. Pas de danger qu'ils s'y frottent. Et s'ils le font, je leur donnerai une raclée de quoi les calmer pour 10 ans. »« Mais vous n'avez pas peur, continuai-je en m'adressant à la femme du capitaine. Rester ainsi dans le fort, exposé à de tels dangers? »« On s'y fait, mon enfant, répondit-elle. Il y a une 20aine d'années, quand on nous a affectés ici, Dieu sait quelle peur j'avais de ces maudits païens. Dès que je voyais un bonnet en poil de lynx, dès que j'entendais leurs hurlements, le croiriez-vous, mon cher enfant, mon cœur s'arrêtait presque. Maintenant, je suis habituée, et je ne bougerai pas de ma place si on venait nous dire que ces barbares rôdent autour de la forteresse. »« Vassilissa Igorovna est une femme très courageuse, » déclara Jvabrine d'un ton convaincu. « Ivan Kousmitch peut le dire. »« C'est vrai, » approuva Ivan Kousmitch. « Elle est d'un grand courage. »« Et Maria Ivanovna, demandai-je, est-elle aussi brave que vous? »« Brave, Macha ?» répondit sa mère. « Non, Macha est une petite poltronne. Elle n'a jamais pu entendre un coup de fusil sans trembler de tous ses membres. Il y a 2 ans, quand Ivan Kousmitch imagina de faire tirer le canon pour ma fête, c'est tout juste si ma pauvre petite colombe n'est pas morte de frayeur. Depuis, nous ne tirons plus ce maudit canon. » Nous nous levâmes de table. Le capitaine et sa femme allèrent faire la sieste, et moi je me rendis chez Jvabrine, avec qui je passais toute la soirée. Chapitre 4. Le duel. Quelques semaines passèrent, et la vie dans la place forte de Bielogorsk me devint non seulement supportable, mais agréable. J'étais reçu comme un proche parent dans la maison du commandant. Le mari et la femme étaient des gens très agréables. Enfant de troupe, parvenu au rang d'officier, Ivan Kousmitch était un homme simple, sans instruction, mais d'une bonté et d'une honnêteté parfaites. Il se laissait mener par sa femme, ce qui convenait fort bien à son caractère insouciant. Vassilissa Igorovna incluait les affaires du service dans ses tâches domestiques. Elle menait le fort comme sa maison. Maria Ivanovna cessa bientôt de se montrer sauvage avec moi. J'appris à la connaître et découvris en elle une jeune fille pleine de cœur et de raison. Sans m'en apercevoir, je m'attachai à cette famille charmante, et même à Ivan Ignatitch, le lieutenant borgne que Jvabrine accusait de relations coupables avec Vassilissa Igorovna, ce qui était tout à fait invraisemblable. Mais Jvabrine ne s'inquiétait pas pour si peu. J'avais été promu officier. Le service ne me fatiguait pas beaucoup. Dans cette forteresse bénie, il n'y avait ni revue ni exercice et pas de garde à monter. Le commandant, pour se faire plaisir, instruisait de temps en temps les soldats. Mais il n'avait pas encore réussi à leur faire distinguer leur droite de leur gauche, même si beaucoup d'entre eux, pour ne pas se tromper, se signaient avant chaque demi-tour. Jvabrine possédait quelques livres français.
Je me mis à lire et le goût de la littérature s'éveilla en moi. Chaque matin, je lisais, je m'exerçais à traduire et parfois même à écrire des vers. Je dînais presque tous les jours chez le commandant et j'y passais souvent le reste de la journée. Parfois, le soir, venait le père Guérasime et sa femme, Akoulina Pamflovna, la mieux informée des commères du fort. Bien entendu, je rencontrais quotidiennement Alexis Ivanitch Jvabrin, mais sa conversation me devenait de moins en moins agréable. Ses perpétuelles railleries sur la famille du commandant, et en particulier sur Maria Ivanovna, ne me plaisaient guère. Ils étaient mes seuls amis dans la forteresse, et je n'en désirais pas d'autres. Malgré ce qu'on m'avait prédit, les Bachkirs ne se révoltaient pas. Le calme régnait. Mais la paix fut brusquement rompue par une querelle entre nous. J'ai déjà dit que je m'occupais un peu de littérature. Mes essais étaient passables, et quelques années plus tard, Alexandre Petrovitch Zoumarokov lui-même en fit grand éloge. Un jour, il m'arriva d'écrire une petite chanson qui me plut assez. Les auteurs, on le sait, sous prétexte de me demander conseil, recherchent un auditoire complaisant. Ayant recopié cette chanson, je la portai à Jvabrin qui, seul dans la forteresse, saurait apprécier une œuvre poétique. Après un court préambule, je tirai les feuilles de ma poche et lus les vers suivants. Étouffant de pensées d'amour, je tâche d'oublier ma belle. Hélas, quand je fuirai toujours, serai-je plus libre loin d'elle? Car les yeux qui ont pris mon âme sont à chaque instant devant moi, et ma tête folle s'enflamme quand mon cœur se glace d'effroi. Macha, toi qui connais ma peine, Macha, n'auras-tu pas pitié? Délivre-le donc de sa chaîne, celui que tu tiens prisonnier. « Comment trouves-tu cela » demandai-je à Jvabrin. J'attendais, comme un dû, les éloges qu'il ne pouvait manquer de me décerner. Mais, à mon grand dépit, Jvabrin, si indulgent d'habitude, me déclara tout net que ma chanson ne valait rien. « Et pourquoi donc » demandai-je en cachant ma contrariété. « Parce que de tels vers, répondit-il, sont dignes de Basile Kirillitch Tridiakovski, et me rappellent beaucoup ces petites odes amoureuses. » Il prit les feuillets et se mit à analyser sans pitié chaque vers, chaque mot, se moquant de moi de la façon la plus cruelle. Je n'y tins plus. Je lui arrachai les feuilles des mains et lui déclarai que jamais plus je ne lui montrerais mes poèmes. Jvabrin ne fit que rire de cette menace. « On verra bien si tu tiens parole, dit-il. Les rimailleurs ont besoin d'auditoire, comme Ivan Kouzmitch d'un carafon de vodka avant chaque repas. Au fait, qui est cette Macha à qui tu déclares ta tendre passion et ton amoureux tourment? Ne serait-ce pas Maria Ivanovna? Ne t'occupe donc pas de cette Macha, répondis-je en fronçant les sourcils. Je ne te demande ni ton opinion, ni tes hypothèses. Oh, oh, poète susceptible et amoureux discret, continua Jvabrin, qui m'exaspérait de plus en plus. Mais écoute un conseil d'ami. Si tu veux arriver à tes fins, ne te contente pas de chansons. Que signifie, monsieur? Veuillez vous expliquer. Avec plaisir. Ça signifie que, si tu veux que Macha Mironova vienne te rejoindre à la nuit tombée, tu n'as qu'à lui offrir une paire de boucles d'oreilles au lieu de tes vers langoureux. Mon sang ne fit qu'un tour. Pourquoi as-tu d'elle une telle opinion? Demandai-je, contenant avec peine mon indignation. Mais parce que, répondit-il avec un sourire infernal, je connais par expérience son caractère et ses goûts. Tu mens, canaille, m'écriai-je, fou de rage. Tu mens de la façon la plus abjecte. Jvabrin changea de visage. Vous êtes allé trop loin, dit-il en me serrant le bras. Vous me rendrez raison. Entendu, quand vous voudrez, répondis-je avec joie. J'étais prêt à le mettre en pièces à la minute même. Je courus aussitôt chez Ivan Ignatitch, que je trouvai une aiguille à la main. À la demande de la femme du commandant, il enfilait des champignons qui sécheraient pour l'hiver. « Ah, Pierre Andréitch, dit-il en me voyant, soyez le bienvenu. Quel bon vent vous amène, si je peux me permettre de le demander. » Je lui expliquai en quelques mots que je m'étais disputé avec Alexis Ivanitch et que je le priais, lui,
Ivan Ignatitch, d'être mon témoin. Ivan Ignatitch m'écouta avec attention en écarquillant son œil unique. « Vous voulez bien dire, dit-il, que vous avez l'intention de tuer Alexis Ivanitch et que vous désirez que j'assiste à cela en témoin ? C'est bien ça, si j'ose demander ? » ?»« Tout à fait. »« Y pensez-vous, Pierre Andréitch ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Vous vous êtes querellé avec Alexis Ivanitch ? La belle affaire. Une injure ne se voit pas sur votre visage. Il vous a offensé. Insultez-le. Il vous a frappé. Aplatissez-lui le nez. 2 fois, 3 fois. Et séparez-vous. Nous serons là pour vous réconcilier. Mais tuer son prochain, croyez-vous que ce soit bien ? Passe encore, si c'est vous qui le tuez. Que Dieu s'occupe d'Alexis Ivanitch. Mais si c'est lui qui vous embroche, de quoi ça aura l'air ? Et qui sera le perdant, si j'ose le demander ? Les arguments du prudent lieutenant ne me troublèrent pas. Je restai sur mes positions. « Comme vous voudrez, dit Ivan Ignatitch. Faites comme il vous plaira. Mais pourquoi serais-je témoin de cette affaire ? À quoi bon ? Des gens qui se battent, est-ce tellement rare ? Dieu merci, j'ai fait la guerre contre les Suédois, contre le Turc. J'en ai assez vu. » Tant bien que mal, j'essayais de lui expliquer le rôle du second dans un duel, mais Ivan Ignatitch ne voulait pas comprendre. « À votre guise, dit-il. Pourtant, si je dois être mêlé à cette affaire, ce sera pour aller faire mon rapport à Ivan Kouzmitch, comme le veut le règlement, en l'avertissant qu'il se trame dans la forteresse un complot contraire aux intérêts de l'État. Et monsieur le commandant saura prendre les mesures qui s'imposent. » Je pris peur et suppliai Ivan Ignatitch de ne rien dire. J'eus beaucoup de mal à le persuader. Il me donna enfin sa parole, et je décidai de ne pas faire appel à lui. Je passai la soirée comme d'habitude. Chez le commandant, je m'efforçai de paraître calme et gai, pour ne pas éveiller de soupçons et éviter les questions indiscrètes. Mais, je le reconnais, je n'avais pas ce sang-froid dont se vantent presque toujours ceux qui ont affronté semblable situation. Ce soir-là, j'étais enclin à la douceur et à la tendresse. Maria Ivanovna me semblait plus belle qu'à l'ordinaire. La pensée que, peut-être, je la voyais pour la dernière fois, l'apparaît à mes yeux d'une grâce touchante. Shvabrine vint aussi. Je le pris à part et le mis au courant de ma conversation avec Ivan Ignatitch. « Pourquoi des témoins ? » fit-il sèchement. « Nous nous en passerons. » Le lieu de la rencontre fut fixé, derrière les meules de foin, près du fort. Nous devions nous y retrouver le lendemain matin vers les 7 heures. Nous bavardions de façon si amicale en apparence qu'Ivan Ignatitch, dans sa joie, ne put tenir sa langue. « Il y a longtemps que vous auriez dû agir ainsi, dit-il d'un air satisfait. Mauvaise paix vaut mieux que bonne querelle. À défaut d'honneur, on garde la santé. »« Qu'y a-t-il, Ivan Ignatitch » dit la femme du commandant qui faisait une réussite dans un coin. « Je n'ai pas bien entendu. » Ivan Ignatitch, voyant des signes de mon mécontentement, se rappela qu'il m'avait donné sa parole, se troubla et ne sut que répondre. Shvabrine vint à son secours. « Ivan Ignatitch, dit-il, approuve notre réconciliation. »« Mais avec qui donc, mon petit ? Vous êtes-vous querellé ? » ?»« Nous avons failli nous disputer sérieusement, Pierre Andréitch et moi. »« Pourquoi cela ? » ?»« Pour 3 fois rien, une chansonnette. »« Vassilissa Egorovna. »« Quel beau sujet de querelle, une chansonnette. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? » Très simplement, Pierre Andréitch venait de composer une petite chanson. Aujourd'hui, il l'a chantée devant moi. J'ai alors entonné mon refrain favori. « Fille du capitaine, ne va pas courir la nuit. » Comme nous n'étions pas sur le même ton, Pierre Andréitch s'est fâché. Puis il a réfléchi que chacun était libre de chanter quand il voulait, et tout s'est terminé de cette façon-là. L'impudence de Shvabrine accrut ma colère. Personne, sauf moi, ne comprit ces sous-entendus grossiers. Personne, en tout cas, n'y prêta attention. Des chansons,
La conversation tomba sur les versificateurs et le commandant fit remarquer que tous étaient des libertins et de fiefés ivrognes. Il me conseilla, en ami, de renoncer à la poésie, contraire aux intérêts du service et ne menant à rien de bon. La présence de Schwabrine m'était insupportable. Je pris rapidement congé du commandant et de sa famille. Je revins chez moi, examinai mon épée et en vérifiai la pointe. Puis je me couchai après avoir donné l'ordre à Savélich de me réveiller à 6 heures. Le lendemain, à l'heure dite, je me trouvais déjà derrière les meules, attendant mon adversaire. Il arriva bientôt. « On peut nous surprendre, dit-il. Faisons vite. » Ayant quitté nos tuniques, nous étions en manches de chemise. Nous tirions l'épée du fourreau quand, à l'instant même, Ivan Ignatitch sortit de derrière une meule, suivi de 5 invalides. Il nous intima l'ordre de nous rendre chez le commandant. Nous obéîmes à contre-cœur. Les soldats nous entourèrent et nous partîmes derrière Ivan Ignatitch qui nous conduisait solennellement, marchant avec une étonnante gravité. Nous entrâmes dans la maison du commandant. Ivan Ignatitch ouvrit la porte en annonçant triomphalement. « Les voilà !» C'est Vassilissa Igorovna qui vint nous accueillir. « Ah, messieurs, qu'est-ce que cela signifie ? Comment ? Vouloir s'entretuer dans notre forteresse ? Ivan Kouzmitch, mets-les tout de suite aux arrêts. Pierre Andréitch, Alexis Ivanitch. Donnez-moi vos épées. Allons, donnez. Palachka, porte ces épées dans le débarras. Pierre Andréitch, je n'aurais pas cru cela de vous. Vous n'avez donc pas honte ? Passe pour Alexis Ivanitch. Il a été muté de la garde pour meurtre. Il ne croit pas même en Dieu. Mais vous, voulez-vous suivre son exemple ? Ivan Kouzmitch approuva sa femme et ajouta. Vois-tu, Vassilissa Igorovna dit la vérité. Le duel est formellement interdit par un article du règlement. Pendant ce temps, Palachka avait pris nos épées et les avait emportées dans le débarras. Je ne pus m'empêcher de rire. Schwabrine gardait toute sa dignité. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, dit-il à la femme du commandant, je me permets de vous faire remarquer que vous prenez une peine inutile en vous référant à votre tribunal. Laissez donc Ivan Kouzmitch prendre seul ses décisions. Oh, oh, mon petit jeune homme, répliqua-t-elle, est-ce que mari et femme ne sont pas même esprit et même chair ? Et toi, Ivan Kouzmitch, qu'est-ce que tu attends ? Mets-les tout de suite au pain sec et à l'eau, chacun dans son coin, pour que leurs esprits se calment, et que le père Guérassim leur impose une pénitence publique, qu'ils implorent la clémence de Dieu et se repentent devant les hommes. Ivan Kouzmitch ne savait quelle décision prendre. Maria Ivanovna était d'une extrême pâleur. Peu à peu, l'orage s'apaisa. La femme du commandant se calma et nous força à nous embrasser. Palachka nous rendit nos épées. Nous sortîmes de chez le commandant, en apparence réconciliés. Ivan Ignatitch nous reconduisit. « Comment n'avez-vous pas eu honte, lui dis-je en colère, d'aller nous dénoncer au commandant après m'avoir donné votre parole de ne pas le faire ? Aussi vrai que Dieu est saint, je n'ai pas dit un mot à Ivan Kouzmitch, répondit-il. C'est Vassilissa Igorovna qui m'a tiré les vers du nez. Elle a tout manigancé à l'insu du commandant. D'ailleurs, rendons grâce à Dieu que tout se soit terminé ainsi. Sur ces mots, il rentra chez lui. Schwabrine et moi restions en tête-à-tête. Non, notre affaire ne peut se terminer ainsi, dis-je. C'est évident, répliqua Schwabrine. Votre sang doit me répondre de votre insolence. Mais on va sans doute nous surveiller de près. Il nous faudra dissimuler pendant quelques jours. Au revoir. Et nous nous séparâmes comme si de rien n'était. Quand je revins chez le commandant, je m'assis, selon mon habitude, à côté de Maria Ivanovna. Son père était absent, sa mère s'occupait du ménage. Nous bavardions à mi-voix. Maria Ivanovna me reprocha tendrement l'inquiétude qu'avait causée à tous ma querelle avec Schwabrine. « J'ai cru mourir, dit-elle, quand on nous apprit que vous alliez vous battre à l'épée. Que les hommes sont étranges. Pour un seul mot qu'ils auront oublié la semaine d'après,
Ils sont prêts à s'égorger et à sacrifier non seulement leur vie, mais encore leur conscience et le bonheur de ceux qui... Mais je suis sûre que ce n'est pas vous le fauteur de cette querelle. Le coupable ne peut être qu'Alexis Ivanitch. Pourquoi une telle assurance, Maria Ivanovna? Comme ça. Il est si moqueur. Je n'aime pas Alexis Ivanitch. Il m'est très antipathique. Mais c'est étrange, pour rien au monde je ne voudrais lui déplaire. Cela m'inquiéterait beaucoup. Et qu'en pensez-vous, Maria Ivanovna? Lui plaisez-vous ou non? Elle se troubla et rougit. Il me semble, dit-elle. Je crois que je lui plais. Qui vous le fait croire? Il m'a demandé en mariage. En mariage? Il vous a demandé en mariage? Quand? L'année dernière, 2 mois avant votre arrivée. Et vous avez refusé? Vous le savez bien. Alexis Ivanitch est certainement un homme intelligent et de bonne famille. Il a de la fortune, mais à l'idée qu'il me faudrait relever mon voile et lui donner un baiser devant tous, non, jamais. Les paroles de Maria Ivanovna m'expliquaient bien des choses. Je compris l'obstination de Shvabrine à médire d'elle. Sans aucun doute, il avait remarqué notre tendre amitié et il essayait de nous détourner l'un de l'autre. Les termes qui avaient déclenché notre querelle me parurent encore plus abjects quand je vis en eux non plus une ironie vulgaire et déplacée, mais une calomnie soigneusement calculée. Mon envie de punir ce menteur insolent n'en devint que plus violente, et j'attendais avec impatience l'occasion favorable. Je n'attendis pas longtemps. Le lendemain, tandis que je composais une élégie et que je mordillais ma plume à la recherche d'une rime, Shvabrine frappa à ma fenêtre. Je pris mon épée et sortis le rejoindre. « C'est le moment, dit Shvabrine. On ne nous surveille pas. Descendons à la rivière. Personne ne nous dérangera. » Arrivés sur la berge, nous tirâmes nos épées. Shvabrine était meilleur escrimeur que moi, mais j'étais plus fort et plus hardi. Monsieur Beaupré, qui avait été un moment soldat, m'avait donné quelques leçons d'armes dont je tirais maintenant profit. Shvabrine ne s'attendait pas à trouver en moi un adversaire aussi redoutable. Longtemps, aucun de nous ne put blesser l'autre. À la fin, remarquant que Shvabrine faiblissait, je me mis à l'attaquer avec vigueur et je le poussai presque dans la rivière. Tout à coup, je m'entendis appeler d'une voix forte. Je jetai un coup d'œil en arrière et aperçus Savélich qui dévalait le sentier abrupt. Juste à ce moment, je sentis une violente douleur au-dessus de l'épaule droite et je perdis connaissance.